Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Là, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, plus de 2 ans de conflit faisant des centaines de milliers de déplacés. Le gouvernement camerounais se dit engagé dans l'aide aux victimes. Vers un plan de restructuration de la South African Airways en crise depuis plusieurs années, un plan qui menace 20% des salariés de l'entreprise. L'Afrique, continent le plus touché par les mariages précoces, alerte rouge notamment au Soudan du Sud, où près de la moitié des filles de 15 à 19 ans sont mariées, certaines même dès l'âge de 12 ans. Mais tout d'abord, l'actualité en Tunisie où Rached Ghannouchi prend la tête du Parlement. Le chef du parti Ennahda a été élu mercredi à la présidence de l'Assemblée dès le premier tour et à la majorité absolue. Rached Ghannouchi, 78 ans, a recueilli 123 voix sur 217 après, selon plusieurs sources, un accord avec le parti libéral Kalb Tounes de Nabil Karoui. Cette élection intervient au moment où Ennahda se prépare à annoncer d'ici vendredi le nom de la personnalité choisie pour former l'exécutif. Le gouvernement camerounais est toujours face à la crise anglophone. Les autorités indiquent mettre en œuvre les résolutions nées du grand dialogue du mois d'octobre afin de mettre un terme à ce conflit débuté en 2016 et qui a engendré une situation humanitaire qui reste toujours très préoccupante. Le point sur la situation avec Paul-Marcel Mayagui. Au Cameroun, les dommages liés à la crise anglophone sont légion et les civils en 3 ans de conflit payent le lourd tribut. Près de 1800 morts, des dizaines de milliers de réfugiés et plus de 530 000 déplacés internes pour près de 200 000 personnes vivant dans les forêts justant les zones en crise, selon l'ONG internationale Crisis Group. Face à la crise sécuritaire, le gouvernement camerounais multiplie les actions pour une meilleure prise en charge des victimes. Mais cela va sans dire que dans un contexte où les désaccords sont encore extrêmement pointu, il faudrait qu'on s'attende aussi à ce que les interventions économiques s'accompagnent d'un coût sécuritaire extrêmement important. Il faudra évaluer ce qu'il faut payer en termes de sécurité, évaluer les incitations qu'on veut y apporter. Et je pense que ce n'est que dans le cadre d'une action globale, d'une action holistique de cette sorte qu'on peut parvenir à sortir la zone anglophone et de la précarité et de la crise humanitaire et finalement le plonger véritablement vers un développement durable et qui garantit de l'inclusion pour tout le monde. Selon les autorités camerounaises, il est nécessaire de mettre en œuvre les résolutions issues du grand dialogue national en vue d'une sortie définitive de la crise anglophone. Ce dialogue qui s'est tenu début octobre 2019 a proposé la reconstruction des zones anglophones à travers la reprise immédiate des projets d'infrastructures suspendus et la réhabilitation des projets et infrastructures endommagés. Ceci pour une meilleure réinsertion des déplacés et réfugiés. Il est urgent, maintenant qu'on est sorti de ce dialogue, qu'on commence à vouloir discuter d'un statut spécial pour cette zone du Cameroun, d'appliquer une espèce de plan Marshall. Le plan Marshall consisterait à mettre véritablement un mécanisme qui va canaliser les capitaux vers ces régions-là, permettre qu'il y ait de l'occupation en termes d'investissement, afin que les jeunes puissent avoir des boulots et atteindre une masse critique. Et progressivement, maintenant, on évalue tout le temps et progressivement, on pourrait assister à un retour à la normale. Pour la reconstruction des zones détruites, le gouvernement camerounais estime ses besoins à 3 000 milliards 500 millions de francs CFA. Toutefois, depuis juin 2018, l'État avait lancé un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions anglophones avec un budget prévisionnel de 12,7 milliards de francs CFA. Selon les chiffres du gouvernement camerounais, plus de 170 000 personnes ont déjà été prises en charge grâce à cette aide. La deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique auquel prenaient part plus de 2000 participants venus de 109 pays, dont 48 Africains, a pris fin ce 13 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Plus qu'un rendez-vous d'affaires, ce fut pour ses organisateurs, au premier rang desquels la Banque africaine de développement, l'occasion de mobiliser les investisseurs afin de soutenir la croissance économique du continent. Richard Tokbek. Protection de l'environnement, commerce, nouvelles technologies, infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, énergie, agriculture. Plus aucun domaine n'échappe à la Banque africaine de développement et à ses partenaires.
et la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique qui a pris fin ce 13 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud l'a montré. 67,6 milliards de dollars d'intérêts d'investissement entre acteurs économiques, soit une augmentation de 44% comparée à la première édition de novembre 2018. Si celle-ci a déjà été un grand succès, la deuxième édition l'est encore davantage selon ses organisateurs et participants. J'ai toujours pensé que c'était le moment de l'Afrique. Je pense que nous nous sommes laissés tomber en tant qu'Africains. Et nous réalisons aujourd'hui que le temps a toujours été le nôtre et que nous devons saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous et être au niveau où nous aurions dû être depuis longtemps. Avec une classe moyenne en pleine expansion, une population elle aussi en plein boom et jeune, l'Afrique a besoin d'investissement. Et le Forum pour l'investissement en Afrique se veut une plateforme transformationnelle des économies du continent grâce notamment à la mobilisation du secteur privé et de toutes les catégories sociales. L'Afrique ne demande pas la charité, elle recherche des investissements. Et ce forum continuera à faire valoir cet argument pour l'Afrique. Pas en parlant uniquement, mais en montrant aux investisseurs que les opportunités d'affaires bancables existent. Les transactions peuvent être clôturées et nous sommes sur cette plateforme pour aider les investissements à atterrir en Afrique. Après la signature de plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux dans divers domaines, les 2200 participants à la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique en sont convaincus. L'Afrique est devenue le centre d'affaires du monde. Et l'édition de cette année de prendre fin toujours avec la formule culte « If you are not in Africa, you are not in business ». Les commentaires de Corinne Camdem. La crise se poursuit chez South African Airways. La situation ne cesse de s'aggraver. Très lourdement endettée, la compagnie aérienne sud-africaine annonce le lancement d'un plan de restructuration de ses activités. Et cela pourrait se traduire par le licenciement d'1 millier de salariés. Siamlo Victoria Setchi. Malgré les importantes injections de capitaux du gouvernement pour la relancer, la South African Airways, compagnie nationale aérienne sud-africaine, est toujours au bord du gouffre. Lundi 11 novembre, ses responsables ont annoncé qu'une restructuration envisagée pourrait entraîner le licenciement de 944 personnes sur 5150 postes, ce qui représente près de 20% des effectifs. Le licenciement agit forcément sur le chômage qu'il y a suffisamment élevé. C'est une mesure qui a été annoncée. L'enjeu étant, n'est-ce pas, de permettre à l'entreprise de se relancer. Maintenant, il faut bien négocier son application. Il faudrait que les syndicats soient d'accord parce que le gouvernement ne veut pas gérer une crise sociale. Pour éviter que la crise au sein de la compagnie n'impacte fortement les caisses de l'État, des membres du gouvernement ont proposé fin novembre 2018 sa fermeture. Une proposition que ne partage pas le chef de l'État Cyril Ramaphosa. Les opérations de sauvetage se sont donc multipliées ces derniers mois. Mais aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes se font racheter pour essayer de survivre. Je pense que les autorités sont suffisamment conscientes de l'importance d'une compagnie aérienne que s'ils venaient à prendre la décision de fermeture, c'est que ces autorités n'avaient pas d'autre solution. De 2010 à 2019, 6 dirigeants se sont succédés à la tête de la compagnie, signe, selon des observateurs, d'une absence de leadership et de compétences. Entre 2016 et 2018, les pertes financières ont triplé, passant de près de 100 millions de dollars à environ 383 millions de dollars et celle-ci devrait, d'après les responsables, s'accroître en 2020. Le projet Accra Skytrain reçoit l'appui financier de la Banque africaine de développement, projet phare du gouvernement ghanéen qui entend miser sur ce système de transport en commun de grande capacité et entièrement automatisé. Siamlo Victoria Sedji. Avec 2 291 352 habitants, la ville d'Accra passe pour être l'une des plus congestionnées d'Afrique de l'Ouest. Ces 2 dernières années, des projets ont été initiés pour fluidifier le trafic urbain. Lundi 11 novembre, l'exécutif a annoncé avoir signé un accord de 2,6 milliards de dollars avec le consortium sud-africain African Investment, accord qui permettra d'implémenter le projet Accra Skytrain, un système de transport rapide sur rail circulant sur voie aérienne. Le problème auquel toutes les capitales africaines sont confrontées, c'est cette question du désenclavement de nos affaires. Et surtout que l'on sait que
de plus en plus, le commerce prend une dimension très importante dans le développement économique de nos États. La mise en réseau, la mise en relation de nos grandes villes est quelque chose d'extrêmement important. Selon les chiffres officiels, la population urbaine ghanéenne croît de 3,1% par an en moyenne. 95% des transports des personnes et des biens s'effectuent par voie routière. L'exécutif a déclaré que le modèle révolutionnaire Accra Skytrain pourrait être reproduit dans d'autres villes du pays. Il y a aussi la question de la rentabilité économique d'un tel système. Il y a bien entendu un ensemble de mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour effectivement permettre à ces États-là de pouvoir supporter le coût financier du projet qui pourrait être dupliqué sur l'ensemble des pays africains. Pendant la phase de construction, le projet devrait générer 5000 emplois d'après les autorités et plus du double à terme d'une valeur totale de 3 milliards de dollars. Son financement sera bouclé d'ici la fin 2020. Le mariage précoce, un fléau dont on ne parle que très peu, et pourtant il ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans certains pays, c'est une fille sur deux qui est mariée avant l'âge de 18 ans. C'est notamment le cas au Soudan du Sud où l'ONU présente sur place tente de lutter contre cette pratique à travers la multiplication des salles de classe afin de favoriser la scolarisation des jeunes filles. Corinne Kamdem. Le Soudan du Sud, qui est devenu indépendant du Soudan en 2011, a la plus forte proportion d'enfants non scolarisés au monde, avec plus de 2 millions d'enfants non scolarisés en 2018, contre 1,7 million en 2013, année où le pays a été plongé dans une guerre civile. La situation des filles est particulièrement importante. En effet, souvent mariées jeunes, elles sont plus susceptibles d'abandonner leurs études. Dans l'espoir de changer la donne, à Rumbek, les casques bleus de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ont construit un bloc de 3 salles de classe dans l'école primaire d'Assementi, dans l'espoir que davantage de filles pourront aller à l'école pour les empêcher d'être mariées jeunes. En discutant avec les parents, ils ont réalisé que lorsqu'une fille reste à l'école, elle a moins de chances d'être mariée très jeune, car elle passerait plus de temps à l'école et cela l'empêcherait d'être mariée. S'ils avaient une école à proximité, ils enverraient probablement plus de filles à l'école, parce que celle-ci est proche de la maison. Nous nous sommes rendus compte que les parents avaient également très peur que leur fille aille très loin. Bien que l'âge légal du mariage dans le pays soit de 18 ans, plus de 50% des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire, selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. En 2017, au Soudan du Sud, 52% des filles ont été mariées avant l'âge de 18 ans, 9% avant l'âge de 15 ans. Pour Caroline Opoc, chef de l'unité de secours de réintégration et de protection de la MINUS, cette initiative est l'un des projets à impact rapide qui devrait apporter des changements importants à la communauté de Rumbek. Quand les pluies arriveront, les enfants fuiront et s'abriteront dans les anciennes salles de classe. Comme une partie de la salle était déjà détruite, nous craignons qu'elle ne tombe sur les enfants. Nous nous sommes donc toujours demandé si nous devions laisser les enfants sous la pluie, sous l'arbre, ou leur permettre de s'abriter dans les salles de classe endommagées. Le Soudan du Sud a la 7e prévalence la plus élevée de mariage d'enfants dans le monde, selon l'UNICEF. L'agence a appelé à des améliorations dans l'éducation des enfants et de leurs parents afin de lutter contre le mariage précoce des enfants. L'OMS préqualifie un premier vaccin contre Ebola. Son nom, RVBO, vaccin fabriqué par un laboratoire américain. Il répondrait aux normes de l'agence spécialisée de l'ONU en matière de qualité et de sécurité. Le vaccin était jusqu'à présent utilisé en République démocratique du Congo selon une procédure dite d'usage compassionnel permettant d'utiliser un traitement en urgence avant son autorisation de mise sur le marché. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.